Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le vendredi 26 avril 2024 et dans cette vidéo nous allons parler d'Ubuntu puisque la version 24.04 d'Ubuntu a été publiée ce 25 avril. Alors on a une petite journée de retard par rapport à la publication de cette vidéo, mais rassurez-vous, les notes étaient prêtes depuis le week-end dernier, je n'ai juste pas pu enregistrer la vidéo hier soir. Ubuntu 24.04 a comme nom de code Numble Nuba, pour en français un Nuba noble, qui est un petit marsupial, pour information, qui est présent en Australie occidentale uniquement. Ubuntu 24.04, c'est la 40e version d'Ubuntu et c'est une version LTS, Long Term Support. Et donc ici, on voit que cette Ubuntu 24.04 LTS, je vous mets ça un peu plus gros, elle est supportée pendant 5 ans, plus 5 ans. C'est ça qui change ici avec la version 24.04 LTS d'Ubuntu, c'est que tout le monde aura 10 ans de support. Dans les versions LTS précédentes, vous aviez 5 ans de support, là, ici, pour la 22.04, puis si vous aviez un compte Ubuntu Pro, vous pouviez monter le support à 10 ans. Là, c'est tout le monde à 10 ans, et ce qui n'est pas indiqué sur ce tableau, c'est qu'avec un compte Ubuntu Pro, vous pourrez pousser jusqu'à 12 ans au total de support, ce qui fait que vous avez des mises à jour jusqu'en avril 2036. Ça, c'est fabuleux. Je vous mettrai ce petit tableau dans le descriptif de la vidéo, comme d'habitude. Si vous êtes sur Ubuntu 22.10, vous avez déjà la mise à jour qui vous est proposée vers Ubuntu 24.04. Si vous êtes sur la version précédente LTS, la 22.04, la mise à jour devrait vous être proposée normalement lors de la sortie de la 24.04.1 qui nous emmène vers la mi-août. Vous pouvez toujours déjà procéder à la mise à niveau si vous le souhaitez via la ligne de commande, via l'outil Do Release Upgrade sans aucun souci. On va explorer ensemble les nouveautés de cette version. Je me suis appuyé sur les notes de version qui ont encore été modifiées il y a 5 heures. Alors le script, je l'ai écrit ce week-end. J'espère qu'il n'y a pas trop eu de changement depuis. Normalement non, il n'y a pas eu de révolution en une semaine dans ces notes de version. Si vous récupérez l'image d'installation d'Ubuntu, alors là c'est assez extraordinaire quand même. L'image d'installation de Ubuntu 24.04 pèse 6 Go, c'est énorme par rapport à la version précédente d'Ubuntu LTS, la 22.04. L'image ISO faisait 3,5 Go environ. Bon, elle a pris un peu d'embonpoint cette image. Quand on démarre dessus, une fois téléchargé, on a toujours ce petit menu-là qui nous permet de lancer l'essai et ou l'installation de cette Ubuntu. Nous allons voir rapidement les nouveautés sur la partie installation, puis, une fois le système installé, les nouveautés de cette nouvelle version. Une fois l'image chargée dans la mémoire, on a l'outil d'accueil qui nous permettra entre autres d'installer Ubuntu qui se lance automatiquement. Il était présent dans la version 23.10. Il nous fait toujours de la musique à l'accueil. Il n'y a pas eu de souci, donc il est présent dans cette 24.04 LTS. On va donc choisir la langue française. Nouveauté ici, dès la deuxième étape, on a la possibilité d'activer des outils d'accessibilité. Et ça, je trouve que c'est un bon point parce que si vous avez des soucis de vision, d'audition, vous allez pouvoir activer des outils d'accessibilité. Je vous montre avec le grand texte ici. Vous voyez, hop, ça prend effet tout de suite. Et donc, vous pouvez continuer cet assistant qui vous permettra d'essayer ou d'installer Ubuntu avec, en tout cas, des outils d'accessibilité qui sont actifs rapidement. Donc là, c'est quand même un point assez positif de ce côté-là. Je voulais quand même vous en parler. Je choisis, comme d'hab, la disposition du clavier. J'ai la possibilité d'indiquer si je souhaite utiliser une connexion câblée, c'est le choix par défaut. Ne pas du tout utiliser Internet, pourquoi pas, et désactiver la connexion réseau. Ou me connecter à un point d'accès Wi-Fi si j'ai un tel équipement dans l'ordinateur. Je fais suivant. Et ici, donc, on peut soit essayer Ubuntu sans rien faire ou l'installer. Nous, ce qu'on va faire, c'est l'installer. L'outil d'installation propose 2 modes. L'installation interactive,
c'est ce qu'on a toujours vu chez Ubuntu, mais il y a aussi un outil d'installation automatisé, donc là c'est pour un usage plus avancé, notamment dans le monde professionnel, où vous allez pouvoir rédiger un script d'installation au format YAML, indiquer ici l'adresse à laquelle ce fichier est joignable, et l'installation, elle va se faire de façon totalement automatisée. Donc on voit aussi l'orientation entreprise et d'industrialisation des installations d'Ubuntu qui peut être fait ici. Je voulais quand même vous en parler, même si nous, on ne va pas l'installer de cette façon. On a ensuite deux choix, installation par défaut ou installation complète. Alors en fait, l'installation par défaut, c'est l'ancienne installation minimale. On va avoir l'environnement de bureau, quelques outils, mais pas trop, plus le navigateur Internet et la Logitech pour installer d'autres applications. L'installation complète, elle, inclura en plus dans notre Ubuntu LibreOffice au format DEB, Thunderbird comme logiciel de courrier électronique au format Snap, puisqu'on n'a plus que ça, plus divers outils, une application pour la webcam, Remina pour prendre la main à distance, le tout au format DEB, mais l'installation complète ne propose plus de jeux dedans. Donc il n'y a plus de jeux, que ce soit install par défaut ou complète. Je vous montre à quoi ressemble l'installation par défaut. Ensuite, comme d'hab, on a la possibilité d'installer les codecs multimédia ici, d'installer éventuellement des pilotes pour des cartes Wi-Fi ou des cartes graphiques style Nvidia. On peut le faire directement ici. On coche la case et c'est pris en compte. Et puis, on arrive à l'étape de la configuration du disque où on peut faire soit le partitionnement manuel, soit un partitionnement automatisé. Par défaut, il nous fait une partition avec tout dedans, plus éventuellement une partition EFI dans le cas où on a un ordinateur récent. On a la possibilité, dans le partitionnement automatique, d'utiliser du LVM si on le veut, mais on ne peut pas personnaliser plus que ça. Du LVM avec du chiffrement. Et donc dans ce cas-là, il faudra mettre la passe-phrase qu'on saisira à chaque démarrage du système et le disque est chiffré. Et de façon expérimentale, on peut installer Ubuntu avec ZFS sans chiffrement, avec chiffrement. Et si on a une puce TPM dans notre machine, on peut aussi activer le chiffrement du disque via cette puce TPM. Donc là, je vais faire un partitionnement classique. Je fais suivant. Je mets mon nom d'utilisateur. Hop, je vous mets un petit nom de machine, je mets le mot de passe habituel pour mes machines virtuelles sur les vidéos. Comme d'habitude, on peut, si on le souhaite, activer la connexion automatique et donc ne pas demander le mot de passe à l'ouverture de session. Ça, je ne vous le recommande pas. Et toujours dans le cas d'une installation dans un contexte entreprise, on peut utiliser Active Directory. Si on le souhaite, c'est un annuaire d'entreprise. Nous, on ne va pas l'utiliser ici. Et enfin, on choisit le fuseau horaire. Europe-Paris, c'est parfait. Et résumé qui nous est fait ici. Et dès qu'on clique sur installer, et ben, c'est parti. L'installation démarre. Et comme d'habitude, je vous accélère tout ça et je vous reprends au premier démarrage pour explorer ensemble les nouveautés de cette Ubuntu 24.04. Et voilà, après quelques minutes, c'est installé, prêt à utiliser. Donc on redémarre maintenant. Donc lorsqu'on n'a qu'un seul système installé sur sa machine, ce qui est le cas là, j'ai que Ubuntu, vous avez vu, on n'a pas le grub menu d'amorçage au démarrage qui nous demande de choisir quoi que ce soit. On démarre directement sur Ubuntu et on va arriver donc sur le gestionnaire de connexion de GNOME, GDM, ici, hop, voilà, je mets mon super mot de passe. Par défaut, donc vous savez, on est sur Wayland depuis un petit moment ici. Si besoin, si vous avez des soucis, vous pouvez rebasculer sur Xorg. Il n'y a pas de changement là-dessus. Et donc, on va arriver sur une session avec l'environnement de bureau GNOME. GNOME en version 46, on en a déjà parlé, donc je ne vais pas réaborder les nouveautés de GNOME 46, je vous renvoie vers la vidéo qui est dans le descriptif, mais par contre, je vais vous montrer les modifications apportées à GNOME 46 par l'équipe d'Ubuntu. Donc là, on a le petit assistant de premier démarrage qui nous invite éventuellement à aller voir ce qui a changé et ce qu'il y a comme nouveauté dans cette version d'Ubuntu.
Cet assistant de premier démarrage nous propose éventuellement d'activer Ubuntu Pro si tel est le cas, sinon on peut passer et faire ça plus tard. Hop, on a la possibilité, si on le souhaite, de partager des données avec l'équipe d'Ubuntu sur les informations du système pour améliorer l'ensemble. Vous pouvez refuser si vous souhaitez. Et puis, donc là, c'est fini. On a fait le petit assistant. Alors, bien que l'environnement de bureau soit GNOME, vous voyez, il a quand même quelques modifications qui ont été apportées par Ubuntu, notamment la présence d'icônes sur le bureau, notamment la présence d'un dock ici sur la gauche. Le tout est paramétrable directement depuis le panneau de configuration de GNOME, puisque l'équipe d'Ubuntu a ajouté ce menu Bureau Ubuntu qui permet de personnaliser l'ensemble des améliorations fournies à GNOME. Et donc là, vous avez une section dock où vous pouvez changer le mode du panneau. Vous pouvez le mettre ici dans un dock classique. Vous pouvez le mettre en bas, par exemple. OK, le faire masquer automatiquement dès lors qu'il y a des fenêtres qui viennent par-dessus. Donc, vous voyez, vous pouvez configurer le dock via des options directement dans le panneau de configuration de GNOME. Je vais remettre comme c'était. Et puis pareil, vous pouvez personnaliser les icônes sur le bureau, mettre des icônes plus grandes, positionner des icônes là où vous souhaitez, afficher le dossier personnel. Donc ça, certains d'entre vous aiment bien retrouver des informations sur le bureau pour éventuellement y créer des dossiers temporaires ou des choses comme ça. Bon, moi je suis pas fan, mais en tout cas, ceux qui aiment bien avoir ce genre d'options dans leur environnement de bureau seront contents de les retrouver avec cette Ubuntu. Et puis, modification aussi apportée par Ubuntu, c'est dans le menu apparence, là, il y a la possibilité donc de changer la prédominance des couleurs. Vous voyez, quand je sélectionne un dossier, là j'ai du orange, eh bien, si vous préférez du bleu, vous pouvez sélectionner le bleu, et vous voyez ici, et la sélection change, et le thème d'icône change. Donc si vous préférez du bleu, vous pouvez mettre du bleu. Si vous préférez du vert, hop, vous voyez, les icônes se mettent en vert, etc., etc. Donc vous pouvez changer la couleur de prédominance et donc avoir une personnalisation un petit peu plus avancée que ce que GNOME propose par défaut, qui est la couleur bleue. Et GNOME vous propose que du bleu par défaut. Donc là, vous pouvez choisir ce que vous souhaitez ici. Je vous montre rapidement les fonds d'écran disponibles. Je sais que certains d'entre vous aiment bien savoir ce qu'il y a comme fond d'écran. Donc on retrouve tout ça ici dans Ubuntu. La Logitech par défaut, hop là. Donc là, vous voyez, il n'y a pas grand-chose avec l'installation minimale. On va retrouver juste le navigateur web, le moniteur système, un terminal, quelques petits utilitaires présents ici, mais c'est vraiment très très léger, c'est une installation minimale. Je vous lance le terminal ici pour vous montrer un certain nombre d'éléments techniques qu'on va avoir là-dessous, notamment le petit unem-r pour vous indiquer qu'on a un noyau 6.8 dans cette Ubuntu 24.04 qui va donc améliorer les performances, supporter de nouveaux matériels, etc. Donc on a un noyau suffisamment récent qui est présent ici. Bien que le noyau 6.8 ne soit pas LTS chez kernel.org, il est supporté par les développeurs d'Ubuntu sans aucun souci. Si vous êtes adepte des jeux vidéo, il y a une petite option qui a été modifiée dans Ubuntu, qui a été même, pour être plus précis, augmentée. C'est l'option Max Map Count, qui a une valeur ici de 1 048 576, qui va améliorer l'expérience utilisateur pour vous qui jouez peut-être aux jeux vidéo et éviter notamment des crashs dans des jeux qui peuvent être plus ou moins gourmands. Tant qu'on a le terminal ouvert à notre disposition, je vous lance une petite commande, sudo netplan status, et là vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il veut nous expliquer là-dessus? Eh bien c'est juste pour vous dire que le gestionnaire réseau qui est utilisé dans cette Ubuntu 24.04, c'est Netplan. Alors, Netplan, il existe depuis un moment dans les versions serveurs d'Ubuntu. Là, il est par défaut dans Ubuntu Station de travail. Cependant, ce n'est pas lui qui va gérer le réseau. Netplan est juste configuré pour dire « Non, finalement, ce n'est pas moi qui gère le réseau. Je te renvoie à Network Manager. » Donc, probablement, plus tard, peut-être que Netplan sera le gestionnaire réseau dans toutes les éditions d'Ubuntu et que Network Manager disparaîtra à voir
ce que l'équipe d'Ubuntu fera plus tard. Si vous modifiez des petites choses dans votre système, par exemple, vous ajoutez de nouveaux dépôts, sachez que les dépôts sont dans le nouveau format DEB 822. Donc si vous voulez modifier des sources, ici, vous allez dans le fichier source.list, ici, et là, on va retrouver Ubuntu source, sauf que ce Ubuntu source, ici, on ne va pas retrouver la syntaxe originale telle qu'on l'avait depuis des lustres pour les différents dépôts. On va retrouver cette nouvelle syntaxe au format DEB 822. Donc, si vous faites la migration, vos dépôts seront transformés avec cette nouvelle syntaxe, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous ajoutez de nouveaux dépôts directement en créant des fichiers dans votre système, parce que vous n'utilisez pas les outils graphiques, pensez bien à utiliser cette nouvelle nomenclature ici. Donc voilà pour ça. Hop, je pense que c'est tout ce que je voulais vous montrer ici. On va finir juste par un petit free-m, juste pour que vous ayez une idée de l'occupation mémoire du système. Donc là, on a fait quelques manipulations. Grosso modo, le système prend 1,2 Go de RAM ici. Et puis, on a fait une installation minimale. Vous vous rappelez? Eh bien, l'installation minimale, elle prend quand même 5,4 Go sur notre disque. Donc, voilà, pour vous donner ces informations, elles m'en sont souvent demandées. Donc là, je vous en fais part ici. Dans les nouveautés, on a le centre d'application qui a été revu. Donc là, on a une nouvelle interface qui est présente ici. Donc, avant, on avait le Snap Store. Bon, là, on a une application qui fait tout, qui remplace le Snap Store, qui vous permettra d'installer des applications. Et on a une section jeux qui a été ajoutée ici, pour rechercher plus facilement des jeux, pourquoi pas. Et donc si je souhaite installer par exemple un outil bureautique, je vais dans bureautique, je cherche LibreOffice. Là, vous voyez que il me propose l'installation de LibreOffice, mais par défaut, sont mis en avant les snaps. Là, c'est la version Snap de LibreOffice, ce n'est pas la version, j'allais dire, DEB de LibreOffice. Donc, Canonical met bien en évidence les snaps ici. Donc là, je vous fais l'installation de LibreOffice. Donc, on va voir, ça va s'installer, il n'y a pas de souci. Mais on aura LibreOffice au format Snap là. Et donc après, si vous cherchez une autre application, par exemple Remina, je vais aller la chercher ici. Si vous faites une recherche et que vous souhaitez installer le paquet Deb, pensez bien à changer le filtre ici, mettre sur paquet Debian. Et là, vous allez installer l'application au format Deb. Alors finalement, mettre en évidence les paquets Snap, je me dis, bon, Ubuntu force un peu les snaps sur son système. Mais quand on a une Ubuntu 24.04 LTS qui est supportée pendant 10 ans, voire 12 avec Ubuntu Pro, finalement, mettre en avant le paquet Snap, c'est pas idiot, parce que ce centre de logiciel Snap est indépendant des dépôts d'Ubuntu, et donc, dans 7 ans, on pourra avoir un LibreOffice qui sera plus récent sur un système qui finalement est certes vieux de 7 ans, mais qui va fonctionner sur un ordinateur qui n'a pas forcément besoin d'avoir un nouveau noyau ou de nouveaux composants parce que c'est le même matériel et puis il tourne quoi. Donc finalement, l'un dans l'autre, mettre ces paquets Snap, ces paquets universels sauce Canonical, c'est peut-être pas idiot. Ça, c'est mon avis. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires sur le sujet. Mais je trouve que c'est quand même une pas mauvaise idée au fond. Après, ce centre d'application, il a 2 défauts par rapport à GNOME logiciel. C'est que si une application n'est pas présente sur votre système et que vous la cherchez dans le champ de recherche global de GNOME, eh bien là, Remina, il va aller chercher si j'ai des documents qui s'appellent Remina, si l'application elle est installée, mais si elle n'est pas installée, il ne va pas me proposer de l'installer, fonctionnalité qu'on a avec GNOME logiciel. Et deuxième chose, GNOME logiciel propose un outil qui permet de mettre à jour ces micro-logiciels, le BIOS, les micro-logiciels des disques par exemple. Donc là, pour compenser ça, Ubuntu nous met à disposition un outil qui s'appelle Firmware Updater, qui va vous permettre de mettre à jour votre BIOS éventuellement. Donc là, c'est un outil séparé. Après,
Ubuntu a fait ce choix-là d'avoir Firmware Updater et le centre d'application redéveloppé maison avec deux logiciels différents pour que justement on n'ait pas l'inconvénient de GNOME logiciel, c'est-à-dire qu'il tourne toujours en arrière-plan tout le temps sur le système. Donc c'est pour économiser des ressources. Voici la justification qui était proposée dans les notes de version sur le forum de Ubuntu. Donc je vous partage l'information autour de ça, mais n'hésitez pas à commenter cette partie-là dans la section commentaires. C'est là pour ça. Et donc, une fois qu'on a fait le tour globalement, je ne vais pas vous montrer la version de Firefox, c'est la dernière version, avec du support pour Wayland qui fonctionne super bien. Le LibreOffice qu'on a installé ici sous forme de paquet Snap, je le lance. On a toujours ces petites lenteurs, vous voyez, de paquet Snap qui, je clique, ça prend un petit peu de temps pour se lancer. Après, on lance l'application, on la ferme, on essaye de la relancer. Vous voyez, c'est pas instantané par rapport à un programme qu'on va avoir au format dev. Vous voyez, il y a cette petite latence. Et pourtant, la machine, elle en a dans le ventre. Il y a 4 CPU, 8 Go de RAM. J'ai mis une machine, certes virtuelle, relativement costaud, mais voilà. Le Snap possède encore quelques lenteurs à mon goût. Je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo le lien vers les notes de version ici, qui sont vraiment très complètes autour de l'ensemble des nouveautés de cette version 24.04 de Ubuntu. Donc vous avez tout plein de trucs. J'ai essayé de vous faire une synthèse des petits éléments qui me semblaient intéressants à parler. Vous avez même les infos sur Ubuntu Server. Et si vous utilisez une variante d'Ubuntu, donc sachez que vous avez toutes les variantes ici qui ont leur propre note de version, donc vous les avez en bas là des notes de version principales. Vous avez Kubuntu, Lubuntu, Ubuntu Budgie, Ubuntu Mate, vous avez Xubuntu, vous avez même Ubuntu Cinnamon. Donc ici, Kubuntu aura la version 5.27 de KDE Plasma. C'était un petit peu trop risqué pour les équipes d'Ubuntu de fournir KDE Plasma 6 uniquement disponible avec Wayland. On est quand même sur une version LTS d'Ubuntu, donc ils ont voulu quand même jouer la sécurité là-dessus. Donc, version LTS, on prend des choses sans risquer de dégrader l'expérience utilisateur. L'Ubuntu, c'est Ubuntu avec LXQt dans sa version 1.4. La version 2.0 de LXQt est arrivée un peu trop récemment. Donc là, on a la version 1.4 de LXQt. Ubuntu Budgie fournit l'environnement de bureau Budgie dans la version 10.9. Ubuntu Mate, vous aurez Mate dans la version 1.26.2. Dans Xubuntu, vous aurez l'environnement de bureau XFCE dans sa version 4.18. Ça évolue pas trop. Et puis, vous avez la Ubuntu Cinnamon qui propose Cinnamon dans la version 6.0. Même si, franchement, on veut de l'Ubuntu et du Cinnamon, pour moi, j'irai vers Linux Mint, ça coule de source. Au final, qu'est-ce qu'on peut conclure sur cette Ubuntu 24.04 ? C'est que c'est une version LTS qui arrive, qui va être supportée à long terme, qui ajoute toutes les nouveautés qu'on a eues dans les versions intermédiaires d'Ubuntu. Ce système, il est finalement fidèle à lui-même parce qu'on a un ensemble qui est facile à installer, simple à prendre en main, ergonomique, plutôt fluide, supporte du matériel très récent avec son noyau 6.8. Sous le capot, on a des choix techniques qui ont été faits par Canonical, tels que la continuité des snaps, la mise en avant de ceux-ci dans la Logitech, mise en avant de NetPlan pour gérer le réseau sur cette Ubuntu station de travail, NetPlan qui était présent depuis longtemps dans la version serveur, et malgré finalement ces choix techniques que les geeks et technophiles pourront critiquer ou pourquoi pas apprécier, en fait, les utilisateurs classiques n'y voient que du feu. Qu'est-ce qu'ils font eux ? Ils cliquent sur le gestionnaire de fichiers, ça s'ouvre. Ils cliquent sur Firefox, ça s'ouvre. Bon, la mission, elle est accomplie finalement. On a quelque chose de simple, facile à utiliser. On a des petits ajouts à l'environnement de bureau proposé par Ubuntu directement intégrés dans le panneau de configuration de l'environnement de bureau GNOME. Donc, c'est vrai que l'ensemble,
il est cohérent, il rend facile l'utilisation de Linux pour les nouveaux arrivants, bien que le bureau ne ressemble pas à Windows. Donc finalement, la mission est accomplie pour Ubuntu. On a quand même un système qui est utilisable et facile en 2024. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires autour des choix techniques faits par Ubuntu. Si vous utilisez Ubuntu ou bien même une variante officielle, Kubuntu, Xubuntu, etc., n'hésitez pas à donner votre avis sur cette nouvelle version. Si vous avez procédé déjà à la mise à niveau, j'aime bien aussi lire vos retours d'expérience sur le sujet. Et si vous souhaitez que l'on fasse une revue d'une variante spécifique d'Ubuntu à travers une vidéo dédiée, on pourra le faire. N'hésitez pas à soumettre vos idées. Il n'y a pas de souci, on pourra prendre un petit peu de temps pour regarder à quoi ça ressemble. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, un bon week-end et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, bye bye.